Merci de nous recevoir dans cette nouvelle édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici les titres. Le ministre des Ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance, le général Yak Damhan, a annoncé la semaine dernière la reprise des activités de pêche sur le lac Nangbeto après 3 mois de repos biologique. Vous en saurez plus dans ce journal. La pollution de l'eau a atteint un niveau alarmant en Afrique du Sud. Ce phénomène met en danger la santé et l'environnement des habitants. Et puis à Madagascar, des pluies artificiellement provoquées ont causé plusieurs dégâts matériels dans la capitale Antananarivo. Le point dans un instant. C'est tout pour les titres. Place au développement. Protéger, promouvoir et ressortir les avantages des aires protégées du Togo. C'est le motif de la première édition de la Semaine nationale des aires protégées. Organisé par le ministère togolais de l'Environnement, l'événement a été lancé hier 26 novembre. Il se poursuit jusqu'au 29 prochain à Lomé. Viva Samana était sur les lieux. Voici le compte rendu avec les images d'Emeka Gatché. Le Togo s'est résolument engagé à être un modèle en matière de protection de l'environnement, de préservation de la biodiversité et de lutte contre les changements climatiques. Cela se traduit sur le terrain avec la célébration de la première édition de la Semaine nationale des aires protégées du Togo. Cette semaine est lancée le 26 novembre 2024 par le ministre togolais de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibazi. Son Excellence M. Faure Essozimna Nyasingbe avait estimé qu'on doit faire quelque chose. On doit réagir. On doit changer la norme. On doit tout faire pour préserver, ne serait-ce que pour les générations futures, ce que la nature nous a donné. Le thème retenu pour cette première édition s'intitule « Les communautés locales au cœur de la gestion durable des aires protégées ». Il démontre le rôle capital de la population pour une préservation et une gestion efficiente de ces zones riches en biodiversité. La Semaine nationale des aires protégées, c'est une activité qui est organisée pour pouvoir échanger autour de la problématique des aires protégées au Togo. Donc c'est aussi une occasion pour partager les expériences, les bonnes pratiques en matière de gestion des aires protégées au Togo. Et nous le savons tous, au niveau des priorités nationales du gouvernement, la conservation de la biodiversité est mise au cœur des priorités nationales sous le leadership du chef de l'État. Si nous prenons par exemple l'extension du taux de couverture forestière à 25% à l'horizon 2025, et par rapport à ça, il y a eu l'initiative de mettre en terre 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Nous faisons le reboisement, mais il faut tourner un regard vers les aires protégées que nous savons être dégradées. Les aires protégées, c'est une source de revenus. Les aires protégées, c'est une source de richesse. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on communique autour de ces aires protégées. Et si on ne trouve pas une occasion pour rassembler toutes les parties prenantes, pour échanger entre nous, il n'y aura pas de déclic. Je crois qu'avec cette première édition, les gens auront beaucoup d'informations qui vont leur faire changer de mentalité. On aura à parler de la valorisation des produits qui génèrent les revenus. Au niveau des aires protégées, on peut développer de l'écotourisme. La richesse faunique de la biodiversité nationale du Togo est également exposée pour l'occasion à l'Agora Senghor de Lomé où se déroulent les activités. Plusieurs panels de partage d'expériences et de connaissances sont au menu de cette semaine. Le Togo dispose depuis plusieurs décennies des aires protégées. Actuellement, l'on en dénomme 423, composées de 3 parcs nationaux, 7 réserves de faune, une réserve de gestion des habitats et des espèces, 4 zones de gestion des ressources naturelles et 68 forêts classées. Suspendues depuis 3 mois pour repos biologique, les activités de pêche sur le lac Nangbeto reprennent. L'annonce a été faite le 15 novembre dernier par le général Yak Damhan, ministre des Ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance. Léon Sagbo pour plus de détails. La production halieutique sur le lac Nangbeto redémarre.
Après un arrêt obligatoire de 3 mois de repos biologique, les activités reprennent de plus belle suite à l'annonce faite le 15 novembre dernier par le ministre des Ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance, le général Yak Damran. Ce repos était destiné à régénérer les ressources du lac Nangbeto. Pendant cette période, il était interdit à tout le monde de transporter ou de vendre des produits provenant du lac sous peine de sanctions. Grâce à ce repos, on note une abondance de poissons sur les lieux. Avec 6 pisciculteurs et près de 2000 pêcheurs, le lac Nangbeto est l'un des principaux fournisseurs du secteur halieutique au Togo. La pêche sur le lac Nangbeto constitue une importante source de revenus pour les populations locales qui attendaient sa reprise. Elle va néanmoins se faire dans le respect de certaines conditions strictes. Il est interdit d'utiliser des outils tels que le filet maillant inférieur à 2 doigts et demi, la seine de rivage, la nasse de moins de 3 doigts ainsi que le bambou. Sont aussi prohibées des pratiques comme la kaja, le barré-barré, la palangre non apportée et l'utilisation des produits toxiques. Le ministère rappelle aussi que la pratique de la pêche sur le lac Nangbeto est soumise à l'obtention d'un permis délivré par le directeur des pêches et de l'aquaculture. Il est à noter que le secteur halieutique emploie plus de 22 000 personnes et représente environ 4,5% du produit intérieur brut du Togo. Dans le budget national 2023, plus d'1 milliard de francs CFA avaient été alloués pour le développement de la pêche et de l'aquaculture, soit près de 50% du budget du ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. La 10e conférence régionale de l'initiative mondiale pour l'Afrique occidentale, centrale et australe a débuté depuis ce lundi à Lomé. 22 pays africains prennent part à cette réunion de 4 jours pour discuter des enjeux liés à la gestion de la pollution marine causée par les hydrocarbures. Rafetou Mbiriko. Le Togo abrite depuis le 25 novembre 2024 la 10e conférence régionale de l'initiative mondiale pour l'Afrique occidentale, centrale et australe, JIWACAF. Cette rencontre est organisée par l'Organisation maritime internationale OMI et l'industrie pétrolière et gazière pour l'amélioration des performances environnementales et sociales IPIECA. Elle a réuni les délégués de 22 pays africains pour discuter des défis liés à la gestion de la pollution marine, en particulier celle causée par les hydrocarbures. La rencontre permettra également d'évaluer les progrès réalisés depuis la dernière édition dans la lutte contre le déversement d'hydrocarbures en milieu marin et de définir les priorités stratégiques pour les 2 prochaines années. Pendant 4 jours, les experts maritimes et les représentants des pays participants partageront leur expérience à travers une plateforme d'échange. L'objectif visé est de consolider les mécanismes de préparation et de réponse aux incidents de pollution marine afin de contribuer à une meilleure protection des écosystèmes côtiers. La 10e conférence de JIWACAF est un projet appelé à contribuer à la protection et à la préservation du milieu marin. Le choix de Lomé pour cette 10e édition reflète l'engagement du Togo dans la préservation de son environnement marin. Le continent africain peine encore à maximiser son potentiel économique malgré les ressources forestières dont il dispose. Causée par l'utilisation massive du bois comme source d'énergie, cette situation empêche le développement d'autres segments de l'industrie forestière, notamment ceux liés à la transformation du bois en produits finis ou semi-finis. Les détails dans ce récit. Les ressources forestières en Afrique font partie des plus importantes au monde, mais le continent peine encore à maximiser son potentiel économique. L'amélioration de l'exploitation des forêts et des investissements dans la transformation du bois pourraient être des leviers cruciaux pour augmenter les revenus de l'Afrique et contribuer à son développement économique. L'un des principaux facteurs expliquant cette situation est l'utilisation massive du bois comme source d'énergie. Sur le continent, 90% du bois récolté est utilisé comme bois énergie, principalement pour le chauffage et la cuisson, contre 49,4% au niveau mondial. Cette situation s'explique par un accès limité à des alternatives énergétiques plus propres, ce qui fait du bois une ressource essentielle pour de nombreuses familles africaines.
Cette utilisation du bois pour l'énergie empêche le développement d'autres segments de l'industrie forestière. Ce manque de transformation est un frein à l'industrialisation du secteur, limitant les retombées économiques et les opportunités d'emploi pour les populations locales. Certains pays africains commencent à prendre des mesures pour améliorer la valorisation de leurs ressources forestières. Le Gabon est souvent cité en exemple dans ce domaine. Depuis 2010, ce pays d'Afrique centrale a mis en place des politiques environnementales qui visent à garder plus de valeur ajoutée au niveau local et qui contribuent à l'industrialisation du secteur forestier. Pour soutenir ces transformations, le Gabon a également mis en place plusieurs mesures incitatives visant à encourager les investissements privés. Si le secteur forestier africain possède un potentiel de valeur ajoutée considérable, il reste encore beaucoup à faire pour surmonter les obstacles liés au climat. L'Afrique doit développer des infrastructures adaptées, faciliter l'accès à des technologies de transformation modernes et promouvoir des politiques publiques qui encouragent l'industrialisation du secteur. Des initiatives comme celle du Gabon montrent que des progrès sont possibles, mais des efforts à plus grande échelle sont nécessaires pour que le continent puisse pleinement tirer parti de ces vastes ressources forestières et créer des emplois durables pour ses populations. Le ministère de l'Agriculture marocain envisage d'installer un programme qui servira à remplacer le gaz par l'énergie solaire dans la pratique de l'irrigation sur une vaste superficie de terres agricoles. L'objectif est de réduire les coûts de production et d'encourager l'usage des énergies renouvelables. Léonce Sago. Le ministère marocain de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural, des eaux et forêts a signé un partenariat en février dernier avec le ministère de l'Économie et des Finances. Ce partenariat entre dans un programme national qui vise à promouvoir l'irrigation solaire dans les exploitations agricoles. Le ministère a envoyé une note aux directeurs régionaux de l'agriculture pour coordonner et sélectionner les agriculteurs qui bénéficieront de ce programme. 51 000 hectares de terres agricoles ont été ciblés. Il fournira une solution énergétique solaire aux professionnels qui utilisent actuellement des bouteilles de gaz dans l'irrigation avec des zones délimitées. L'initiative sert à encourager l'utilisation de l'énergie solaire dans l'irrigation avec des conditions spécifiques comme l'utilisation préalable du gaz domestique dans l'irrigation localisée et la possession d'un compteur pour mesurer la consommation d'eau. L'aide financière sera de 3 000 dirhams par hectare irrigué à l'aide de l'irrigation localisée en raison de 30 000 dirhams par agriculteur. Des comités de contrôle suivront le programme de prêt sur demande des agriculteurs suite à la hausse du prix des bouteilles de gaz. Cette initiative est une occasion d'intégrer les énergies renouvelables, surtout le solaire, dans le secteur agricole. Le Maroc bénéficie d'ailleurs d'un ensoleillement quasi constant qui offre un réel potentiel pour la pérennité des projets agricoles solaires. L'adoption des énergies renouvelables permettra de réduire les coûts de production des agriculteurs et de diminuer les prix des produits de consommation. Les 51 000 hectares visés représentent une superficie significative et concernent principalement les agriculteurs ayant déjà adopté l'irrigation localisée ou au goutte à goutte et ayant développé des projets agricoles. Selon les professionnels, ce type de soutien devrait encourager les agriculteurs à laisser les sources d'énergie classiques au profit des solutions énergétiques plus économiques. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la stratégie énergétique du pays qui vise à adopter les énergies renouvelables d'ici 2030 et 2050. L'énergie est le facteur majeur de coût pour les agriculteurs au Maroc. Sa transition vers les renouvelables devrait permettre de rendre l'agriculture plus compétitive et durable. La crise de l'eau en Afrique du Sud atteint des niveaux alarmants. Dans les localités comme Aman Skral, la pollution des rivières alimentées par les mines et les déchets plastiques rend l'eau de moins en moins potable. Malgré le danger, de nombreux habitants continuent de boire cette eau contaminée qui menace leur santé et leur environnement. Honoré Kata. La pollution de l'eau en Afrique du Sud atteint un seuil critique. Chaque jour, l'eau est de moins en moins potable dans cette localité de Amskral.
Un phénomène dû à une pollution issue des mines, des déchets plastiques mais surtout des rejets de goût. Les habitants exacerbés n'ont plus d'intérêt à ouvrir le robinet d'eau. Moi, ça fait 10 ans que j'ai arrêté de consommer l'eau, car j'ai vu qu'elle était sale. Parfois, elle sent le caca. On ne peut pas laver ses habits ou prendre un bain dans une eau qui sent le caca. La rivière qui traverse la localité est recouverte d'une odeur insoutenable, la conséquence d'une station d'épuration défaillante. En attendant la construction temporaire d'une unité de traitement des eaux des autorités, la sensibilisation à tester la qualité de l'eau a été réalisée. Si l'eau est claire et qu'il n'y a pas de bactéries, elle devrait rester jaune. Mais s'il y a des bactéries, elle ressemblera à ça. Cette pollution a un impact direct sur la biodiversité. Cela affecte la vie végétale, la vie animale. 60% de l'écologie de nos rivières est menacée à cause de la pollution. Malgré ce risque, quelques habitants défavorisés continuent toujours de boire cette eau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous n'avons pas les moyens d'acheter de l'eau propre. On n'a pas le choix, on boit ça. Danger pour la santé publique et l'environnement, Amskral n'est pas un cas unique. Plus de 2/3 des stations d'épuration du pays sont dans un état critique. À Madagascar, de fortes pluies se sont abattues sur la capitale Antananarivo et ont causé des inondations avec des dégâts matériels considérables. Selon la société d'eau et d'électricité malgache, ces pluies ont été provoquées artificiellement. Le point avec Rafetou Beriko. Confronté à une sécheresse prolongée en raison des précipitations de plus en plus rares, une pluie a été déclenchée à Madagascar dans la capitale Antananarivo. Alors qu'elle est destinée à remplir les rivières asséchées qui alimentent la capitale en eau et en électricité, cette pluie a engendré des inondations avec des dégâts matériels importants. Hier, quand la pluie est tombée, tout de suite, l'eau a envahi la maison. Tous nos vêtements sont mouillés, regardez. On est allé se réfugier chez les voisins qui ont une maison en briques. Chez nous, tout a été inondé. Le matelas là, il est entièrement trempé. En effet, les inondations dans certains quartiers sont dues au manque de canalisation. Dans d'autres quartiers, les canaux sont plutôt bouchés, empêchant le passage de l'eau. Les maisons fragiles ont été envahies. Certains habitants étaient obligés de nettoyer les canaux d'évacuation des eaux usées en face de leurs habitations afin de limiter les dégâts. Il y a des gens qui ramassent les ordures et viennent les jeter chez nous. Alors qu'on nettoie ici tous les mardis et mercredis, on leur demande de ne pas jeter les ordures ici, mais ils n'écoutent pas, alors que l'eau est sale et les ordures rentrent chez nous. Cette situation entre inondations et maladies souligne les défis structurels majeurs auxquels les quartiers pauvres d'Antananarivo sont confrontés. Une conférence est ouverte lundi dernier à Busan, en Corée du Sud, pour négocier un traité mondial visant à combattre la pollution plastique. L'enjeu est de transformer les promesses en actions concrètes avant que le plastique n'étouffe définitivement notre planète. Honoré Kata. Ils sont 178 pays à se réunir à Busan en Corée du Sud pour négocier sur la mise en place d'un traité mondial visant à éliminer la pollution plastique. La rencontre ouverte jusqu'au 1er décembre prochain a été marquée dès son ouverture par des appels en faveur d'un accord ambitieux et décisif. Personne ne souhaite que des particules de plastique imprégnées de produits chimiques se retrouvent dans son sang, ses organes ou dans le corps de son enfant à naître. Ceux qui trient les déchets plastiques pour survivre, les ramasseurs de déchets, aspirent à travailler dans des conditions dignes, sûres et justement rémunérées. Je vous exhorte donc à adopter cette semaine un instrument ambitieux qui nous guidera sur cette voie, non seulement pour aujourd'hui, mais pour des milliers de jours, de mois et d'années à venir. Les 178 pays participants doivent trancher sur des enjeux majeurs, notamment la réduction de la production de plastique et l'interdiction potentielle de substances chimiques jugées toxiques. Mobilisons tous les outils de multilatéralisme, chaque parcelle de créativité et chaque instant de dialogue pour transcender nos divergences et concevoir un traité aussi ambitieux que le permet notre détermination collective. Il s'agit de la 5e tentative des nations pour parvenir à un accord juridiquement contraignant sur la pollution plastique, un enjeu majeur pour l'environnement. Ainsi se referme cette édition environnementale. Merci de votre fidélité, passez une excellente soirée et surtout, prenez soin de vous.
Green TV International, we revive the environment.